Bienvenue dans Afrique Presse, l'émission débat RFI TV5 Monde consacrée à l'actualité africaine et internationale de la semaine. À mes côtés, Jean-Baptiste Placas, éditorialiste à RFI, Sabine Sessou du Monde diplomatique et Pascal Hérault de l'Opinion. Au sommaire, la réforme agraire en Afrique du Sud, pressée par la gauche radicale de Julius Malema et par l'ANC, Cyril Ramaphosa, au pouvoir depuis un mois, s'est engagé à corriger les injustices en matière de droit de propriété. 8% de la minorité blanche possède 72% des fermes, contre seulement 4% de la majorité noire. En Côte d'Ivoire, à 2 ans de l'élection présidentielle, fin de l'accord parfait au sein du RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes, la polémique porte sur la création du Parti unifié et de l'alternance en 2020 en faveur du PDCI d'Henri Konan-Bédier. Pressé par l'ANC et la gauche radicale de Julius Malema, Cyril Ramaphosa devra conduire la réforme agraire que la majorité noire sud-africaine attend depuis la fin de l'apartheid. L'expropriation des terres sera l'un des mécanismes utilisés par le gouvernement, a déclaré le président sud-africain. Toutefois, a-t-il souligné, il faudra éviter les saisies illégales et les invasions de terres qui conduiraient à l'anarchie. Le reportage de Mégane Guillaume de l'AFP TV. En Afrique du Sud, la terre est un sujet très sensible. Plus de 20 ans après la fin de l'apartheid, l'ANC au pouvoir n'a pas réussi à rééquilibrer la répartition des terrains agricoles entre noirs et blancs. Mais la tribu des Moletele, elle, a gagné son procès en 2002. Après un siècle d'attente, ils ont récupéré les fermes de leurs ancêtres. La principale raison de notre succès, c'est l'union de notre communauté. Vous savez, si votre communauté n'est pas unie, vous aurez forcément des problèmes. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui voudra gérer la ferme différemment et au bout du compte, cela conduit l'entreprise à sa perte. Les débuts ont été difficiles pour les Moletele. Faute de ressources financières et de savoir-faire, ils lancent en 2014 un appel à l'aide et s'associent avec des fermiers locaux. En 3 ans, nous avons considérablement développé toutes les fermes du verger, ce qui représente près de 160 hectares, voire plus. Rien que l'année dernière, la 2e après la reprise, nous leur avons déjà apporté des bénéfices. Ce n'était pas grand-chose, mais cette année promet un profit encore plus grand. Tout ce que nous voulons, c'est que les fermes soient rentables. Grâce à ce partenariat, 14 jeunes de la communauté ont bénéficié de bourses d'études, car Peter Schultz souhaite aussi transmettre ses compétences aux Moletele, même si ailleurs dans le pays, cet exemple est rarement suivi. Dans de nombreux cas, la redistribution des terres aux communautés se solde par un échec. C'est pourquoi des organisations comme la nôtre, comme VUMELANA, ont établi un partenariat avec le ministère du Développement rural pour être bien sûr que nous pouvons travailler tous ensemble, aussi bien avec les communautés qu'avec le secteur privé ou le gouvernement. Depuis la fin de l'apartheid en 1994, seuls 3% des terres confisquées par les Blancs ont été restituées aux Noirs. Jean-Baptiste Placas, la réforme agraire agite la vie politique sud-africaine depuis l'élection de Mandela. Mais peut-on penser les plaies du passé sans déstabiliser l'économie? Écoutez, c'est une injustice qu'il faut réparer. Vous savez ce qui est arrivé à Mugabe, qui a été diabolisé. Et justement, Mandela a gardé un certain rayonnement sur le plan international parce qu'on considérait qu'il ne bousculait pas justement ces situations. Et malheureusement, les gens se sont d'abord battus pour la liberté, mais en se battant pour la liberté, ils se sont battus pour les terres et on ne pouvait pas dire que l'apartheid était fini sans leur parler de terre. Et je pense que d'une manière ou d'une autre, il faut rétablir une certaine justice parce qu'il n'est pas normal que certains possèdent non seulement
proportion trop élevée par rapport à leur nombre, une proportion de terres et les meilleures terres, et que les populations à qui on a arraché ces terres sans les leur acheter à l'origine, et que ces populations-là se retrouvent privées de terres et qu'on leur dise qu'on en a fini avec l'apartheid. C'est aussi un des signes patents de l'apartheid, et on ne peut pas en avoir fini avec l'apartheid sans régler le problème des terres. Sabine Sessou, est-ce qu'il faut parler de redistribution ou de restitution ? Il y a les deux, déjà en Afrique du Sud depuis 1995, il y a les deux processus qui sont lancés. Et en fait, il y a des voies légales qui existent depuis. On ne peut pas dire que là, en 2018, il ne s'est rien passé, il n'existe rien, c'est faux. C'est faux, et c'est surtout une patate chaude politique qui est instrumentalisée à des fins politiques. Parce que quand on parle avec des experts sud-africains, ils disent clairement, en fait, il y a une question des terres qui est ultra symbolique, comme au Zimbabwe, mais qui est dans les faits mineurs, et parce que l'agriculture ne représente plus que 2% du PIB déjà, et parce que en fait les Sud-Africains, on trouve très peu de gens dans les communautés noires qui ont envie d'être fermiers. C'est à la fois historique et culturel. Le Landless Movement qui a été formé dans les années 2000 en Afrique du Sud, le Landless People Movement, il est né où ? Dans les townships urbains. L'Afrique du Sud, c'est un pays industrialisé depuis plus d'un siècle, urbain. Et la réforme agraire telle qu'elle est revendiquée par la base de l'électorat de l'ANC, c'est avoir des parcelles dans les townships pour construire son shack, sa bicoque. Et c'est pas du tout vouloir être fermier. En fait, il faut vraiment prendre ses distances avec l'instrumentalisation politique d'un fait qui est hautement symbolique, on est bien d'accord. Mais il ne faut pas penser qu'il n'existe rien depuis 1995. Il y a une land bank, il y a un programme de restitution des terres qui n'a pas marché parce qu'il n'intéresse personne. Il y avait pas, le principe, c'était willing buyer, willing seller. Et il y a eu 5 millions d'hectares échangés sur la base du plein gré des deux parties. C'est-à-dire celui qui veut vendre, vend, et celui qui veut acheter, achète. La plupart des terrains qui ont été cédés n'ont pas trouvé acheteur. Parce que, encore une fois, ça n'intéresse pas la majorité noire d'être agricultrice. Alors, on peut dire que oui, c'est je sais que je me fais la voix du diable quand je dis ça, mais il faut savoir raison garder et analyser les choses pour ce qu'elles sont. Il y a une patate chaude politique qui est le pur fruit de la présidence de Zuma et du fait qu'on remue des thèses populistes et qu'on utilise des arguments populistes, mais qui ne correspondent pas forcément à des réalités. Donc il faut faire très attention dans les analyses qu'on fait sur l'Afrique du Sud à cet égard. Et d'autre part, rappelons-nous que s'il fallait effacer les traces de l'apartheid, il faudrait peut-être commencer par là où elles sont les plus flagrantes, c'est-à-dire dans la finance, dans l'accès au capital, dans l'accès à la propriété des assets, c'est-à-dire qui détient quoi dans les mines, les banques et l'industrie. Et là, on rentre dans le vrai cœur du sujet et le vrai cœur de l'économie. Pascal Hérault, le modèle revendiqué par la gauche radicale sud-africaine et même par des militants de l'ANC, c'est celui du Zimbabwe. On voit bien que le retrait des terres aux fermiers du Zimbabwe a plongé le pays dans une crise dont il ne s'est toujours pas relevé. C'est une crise dont il ne s'est toujours pas relevé, et à la fin, Mugabe était revenu en arrière en rappelant les fermiers blancs pour coopérer avec les fermiers noirs. Comme on l'a vu dans le reportage. Comme on l'a vu dans le reportage. Alors il y a une instrumentalisation politique. Il y a à l'origine, depuis 1913, une dépossession coloniale. C'est en 1994 et dans les années suivantes, Mandela a essayé, dans les cadres de ses réformes, dans son programme de reconstruction, la réforme agraire était un pivot. En 5 ans, on devait arriver à 30% de redistribution. Ils ne sont jamais parvenus. Des terres. 23 ans plus tard, il y a quand même des progrès. Les fermiers blancs faisaient 86% des terres, ils n'en font plus que 73%. Ça va pas assez vite. À la faveur des derniers débats électoraux et des élections générales de l'année prochaine, ça va ressortir. On a parlé de Julius Malema, c'est lui qui donne le tempo, mais il faut pas dire qu'il n'y a pas un processus en route, comme l'a rappelé Sabine. Et cette agriculture sud-africaine, elle est autosuffisante.
elle crée même des surplus pour l'exportation. Donc ce n'est pas un modèle à complètement déconstruire. Je crois qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire. Mais se lancer dans l'agriculture, c'est pas simplement donner des fermes, c'est former des gens, c'est travailler sur les débouchés, sur les marchés régionaux. L'Afrique est en train de monter sa zone de libre-échange africaine. C'est pas simplement une question de politique. Alors pour Julius Malema, Jean-Baptiste Placas, ce n'est pas une question de vengeance, mais retrouver la dignité. On sait bien que cette réforme agraire sera au cœur des élections locales, générales plutôt de 2019. C'est une manière pour l'ANC de courtiser Julius Malema. Pour l'ANC de courtiser Julius Malema, dont elle souhaite le retour au sein de l'ANC. Je ne sais pas si c'est ça l'objectif, mais ce qu'il faut savoir, c'est-à-dire, on peut dire qu'on remet les terres à la disposition de qui veut les acheter, sauf qu'il faut aussi avoir les moyens d'acheter. Et en l'occurrence, même s'il y a des banques, ici comme là-bas, les banques vous demandent un certain nombre de garanties que ne peuvent pas produire un certain nombre de gens. Et la réalité par rapport à la compétence, à la capacité de ces gens à prendre le relais sur les terres qu'ils récupéraient est un faux débat parce qu'ils sont employés sur ces terres souvent. C'est-à-dire que les gens qui sont employés sur les terres de leurs ancêtres, c'est-à-dire au lieu d'en être les propriétaires, ils sont les employés de grands propriétaires. Et ça, c'est une réalité aussi. Maintenant, c'est vrai que il y a une structure de l'économie qui fait que il y a très peu de gens qui veulent retourner aux terres, à la terre, disons, mais à l'agriculture. Mais il y en a qui le veulent. Et ceux-là, on ne peut pas dire que tout ce à quoi ils peuvent aspirer, ils l'ont. Je pense qu'il ne faut pas non plus se dire que le problème n'existe pas ou qu'il est réglé. Je pense que Mandela n'a pas fait ce que Mugabe a fait. Il n'a pas eu le courage de le faire. Non, mais c'est même quelque chose qu'on lui reproche en sous-main jusqu'à ce jour. Oui, mais c'est populiste. C'est populiste parce que dans les rangs de l'ANC, je veux dire, les débats qui jouent dans l'ANC, même ce qu'a dit Cyril Ramaphosa cette semaine, il a dit qu'il n'y aurait pas de land grab en Afrique du Sud et qu'il n'y aurait pas l'anarchie qu'on a pu constater au Zimbabwe qui s'est soldée par la confiscation des fermes par l'élite gouvernementale pour faire des résidences secondaires et pas pour faire de l'agriculture. Donc Ramaphosa a dit qu'il n'en était pas question et les débats au sein de l'ANC portent sur les défaillances politiques du parti qui sont en débat et qui sont démocratiquement contesté tout le temps. Et il y a des experts au sein de l'ANC sur les questions de l'agriculture qui rappellent au parti que au-delà de la question hautement symbolique, d'accord, des terres, il y a une autre question hautement importante et qui n'est jamais traitée dans le fond, c'est celle de quelle politique agricole on veut faire la promotion. Quel type de culture on veut promouvoir? Quel type d'agriculture veut-on promouvoir? Est-ce qu'on va retourner à de l'agriculture de subsistance de petits fermiers noirs, comme dans les anciens homelands du Transkei, etc. Ou est-ce qu'on va essayer de commercialiser ou de poursuivre sur la route de l'industrialisation agricole des exploitations qui sont déjà presque des États dans l'État? Je veux dire, voilà. Pascal Réau, au-delà de cette réforme, quel est le programme politique de Cyril Ramaphosa? Le programme politique. Économique, pardon. Il y a un programme économique c'est un libéral, Cyril Ramaphosa. Il a été soutenu par les entrepreneurs largement lors de cette élection. La question qui se pose à lui sur la question agricole, c'est comment on fait cohabiter deux systèmes agricoles complètement différents. Une agriculture essentiellement vivrière,
peu performante, peu mécanisée. Et une agro-industrie. Et une agro-industrie avec des fermiers à la tête de groupements de lait. Je pense qu'il y a des passerelles qui sont possibles entre les deux mondes, et on l'a vu dans un certain nombre de pays en Afrique, où les grosses exploitations travaillent avec des coopératives, avec des systèmes un peu plus petits, qu'ils aident à moderniser, et je pense qu'on devrait se diriger vers cette voie-là. Avant d'évoquer la crise au sein du RHDP, un mot des sénatoriales prévues le 24 mars, la création d'une seconde chambre que l'opposition ne juge pas utile et elle exige la démission des représentants au sein de la commission électorale indépendante. Pour le faire savoir, elle a organisé une manifestation qui a été réprimée. Je vous propose d'écouter Georges Armand Ouegna de l'EDS et Abou-Drahmane Sangaré du FPI. Nous appelons le pouvoir à dialoguer, à s'asseoir avec nous pour dialoguer. Nous voulons que tout se passe dans le consensus. Nous ne voulons plus de guerre. Nous ne voulons plus de tout conflit post-électoral. Donc nous demandons que la CEI soit reformatée à la lumière de la décision prise par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. La CEI est d'abord notre objectif, mais il n'y a pas la CEI. La CEI, elle seule ne fait pas l'élection. Il faut aussi voir les conditions d'organisation des élections, la liste électorale, le découpage électoral, les problèmes de sécurité. Jean-Baptiste Plaka, une réaction aux propos de ces deux leaders de l'opposition? Alors, le sénatorial, c'est un débat qui se pose partout, c'est-à-dire les gens se demandent l'utilité de cette chambre. Voilà. Et surtout dans des pays où il y a un conseil économique et social qui remplit plus ou moins cette fonction. La réalité donc du débat aujourd'hui, c'est surtout la question qui se pose au sein du RHDP même, et qui est celle donc disons de la contrepartie de la faveur entre guillemets faite à Alassane Ouattara en 2015 par le PDCI. En l'occurrence, on ne présente pas de candidat contre le président sortant, et 5 ans plus tard, renvoi d'ascenseur, le RDR laisse le PDCI, disons, postuler à la charge présidentielle. Et cela n'a pas l'air d'avoir, disons, de vouloir être respecté par le RDR, parce que le RDR, en tout cas certains au sein du RDR, pensent que s'ils devaient céder la place au PDCI pour l'élection présidentielle prochaine, ça les renverrait 10 ans plus tard, puisque si un président est élu, il a des chances d'être réélu pour 5 ans, et c'est plus cela le problème que les sénatoriales, qui sont j'allais dire un sujet marginal, entre guillemets. Pascal Herbeau. Sur les sénatoriales, il faut savoir que tous les grands leaders politiques, de Bédié à Laurent Gbagbo, aujourd'hui Alassane Ouattara, étaient en faveur de la mise en place d'un Sénat. C'est un peu le modèle des institutions françaises qui est là. Mais on sait très bien que c'est plus une chambre de recasage de politiques qui ont fait leur temps. Donc, il y a des débats actuels sur... il y a eu des manifestations, c'est aussi le jeu de l'opposition. On peut être d'accord à une époque et puis trouver l'opportunité de contester un même projet à une autre époque. Ce qui est en train de se jouer actuellement, c'est plus 2020. 2020, 2004, il y a cette plateforme du RHDP qui se monte. En 2010, soutien au deuxième tour. Et depuis, toutes les élections, comme l'a rappelé Jean-Baptiste, ont été gagnées. Avec, en 2014, ce pacte fait entre Adaoukro, l'appel de Adaoukro, entre Ouattara et Gbagbo. Et Bédié. Entre Ouattara et Bédié, pour que Bédié soutienne dès le premier tour Ouattara. Il y a un désaccord originel à Adaoukro. Lors de cet appel, Alassane Ouattara n'avait pas dit
qu'il soutiendrait le candidat de l'alternance en 2020, ce que Bédier proposait. Donc on n'est pas d'accord sur le schéma originel. Et aujourd'hui, tous les débats ont lieu parce que, avant de mettre en place ce parti unifié, le PDCI veut être sûr qu'elle aura la main dans le futur. Ils disent aussi le PDCI est le parti historique de la Côte d'Ivoire. En 1994, le RDR est né d'une scission avec le PDCI. Donc, il est naturel que le RDR revienne dans la maison du père. C'est ce qu'a dit Jean-Louis Billon en disant qu'on ne donne pas le nom de l'enfant à celui du père. Et c'est aussi ce que disent d'autres cadres du PDCI quand ils disent que Koufouet-Bani enseignait qu'on n'abattait pas un arbre que l'on n'avait pas planté. Donc on est dans ce schéma-là, avec les ambitions personnelles qui viennent se superposer. Il y a du côté du RDR certainement la volonté de Ouattara d'assurer la continuité, de transmettre le flambeau soit à Madougon Koulibaly, peut-être à Daniel Kablan-Duncan, le vice-président, qui est un PDCI, mais qui est plus proche d'Alassane Ouattara que d'Henri Konan-Bédier dans les faits. Et du côté du PDCI, il y a tout un tas de candidats qui vont de Maurice Kaoué, Aoussou Jeannot, Charles Dibi Kofi, Jean-Louis Billon lui-même, Thierry Tannot. Donc on est dans cette guerre et à mon avis, elle va durer tout un moment avec, en toile de fond aussi, le jeu de Soro, qui a un pied dans le RDR et qui a un pied... qui est très proche de Bédier aussi. Qui s'est rapproché de Bédier ces dernières années et qui joue aussi sa carte personnelle. Sabine Sessou, quelles conséquences pourrait avoir cette crise entre ces deux grandes formations politiques que sont le PDCI et le RDR ? Moi, je trouve ça intéressant de voir que toutes ces années après et toutes ces crises plus tard, on en est toujours au même point en Côte d'Ivoire. Il y a un problème autour de la succession et tout se passe comme s'il n'y avait finalement pas de droit de vote ni de démocratie. Tout se passe dans les coulisses, dans des débats, dans des intrigues, dans des accords, dans des calculs, des complots. Et j'ai peur de voir la violence politique ressurgir à l'occasion de, peut-être pas une crise, mais de toutes ces bagarres qui sont finalement malsaines. Enfin, je sais pas, est-ce que le camp des ouattaristes pourrait pas dire « Ok, ça fait 10 ans qu'on est là, on laisse tomber et on place aux autres ». C'est ça aussi la démocratie. Tant qu'il n'y aura pas d'alternance pacifique en Côte d'Ivoire, il n'y aura pas de construction d'une démocratie. Et donc, on va aller de crise en crise. Je trouve que c'est très grave, en fait. Jean-Baptiste Placas, ce que prévoit la nouvelle Constitution, c'est qu'en 2020 soit élu un ticket. Peut-on imaginer que ce soit un président du PDCI et un vice-président du RDR ? Les Ivoiriens, dans tout ça, c'est ça la question. C'est-à-dire que ce que dit Sabine sur les négociations entre leaders qui semblent être comme des décisions du Vatican. C'est-à-dire que quand les deux se sont concertés et qu'ils ont décidé quelque chose, ça s'impose au pays. Or, il y a les élections, ensuite il y a les populations, il faut les respecter un peu. Un ticket, c'est-à-dire il y a une telle certitude que le pouvoir restera entre ces deux-là, que on n'imagine même pas que la population ivoirienne peut décider d'autre chose. Mais dans tout ça, il ne faut jamais oublier que si la Côte d'Ivoire a connu la guerre, c'est parce que à un moment donné, Bédier et Ouattara se sont affrontés et que Bédier a fini par être renversé. On ne sait trop par qui, en l'occurrence, en tout cas actionné par qui, en 99. Ce coup d'État. Et c'est la mésentente entre eux qui a fait que il y a eu coup d'État et qu'ensuite Gbagbo est devenu président. Et voyant Gbagbo conduire leur pays d'une manière qu'ils n'appréciaient pas, ils ont fini par se réconcilier. Mais
aujourd'hui, on a le sentiment que les guerres d'autrefois recommencent. Et... Ça sera la fin de cette émission. Merci à Jean-Baptiste Placas, éditorialiste à RFI, à Sabine Sessou du Monde diplomatique et à Pascal Hérault de l'Opinion. Vous pouvez revoir et réécouter cette émission sur les sites de RFI et de TV5 Monde, ainsi que sur l'appli TV5 Monde Afrique. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.